Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo de la rentrée 2025. Aujourd'hui, je vais revenir sur les films que j'ai vus cet été. On va reprendre le format qu'on avait fait pour les meilleurs films de 2024, c'est-à-dire qu'on va faire des deathmatch, on va faire concourir l'un contre l'autre les différents films que j'ai vus pour définir quel est le film que j'ai préféré cet été. Et j'en profiterai évidemment pour vous parler de ce que j'ai aimé ou moins aimé dans les différents films de cet été. Et on commence donc par le premier match, Jurassic World Rebirth contre Thunderbolts. Alors la saga Jurassic Park nous a proposé du grandiose, du chef-d'œuvre jusqu'au médiocre et là, hélas, avec ce nouveau film, il nous offre une nouvelle palette, c'est l'insipide. Je suis un grand fan de Jurassic Park, le premier film de Steven Spielberg est un de mes films préférés. Je n'ai pas du tout aimé la trilogie Jurassic World qui a été faite jusqu'à présent. J'avais un peu d'espoir pour ce nouveau film parce qu'il était scénarisé par David Koepp, qui était le scénariste des deux premiers Jurassic Park. Mais au final, ça a été une grosse déception. Le film n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus. Il n'y a rien de retenable dans ce film. Et donc au final, ça a été vraiment une déception. Le film n'a aucune saveur, l'histoire est vraiment d'une pauvreté affligeante, les enjeux sont plats, les personnages sont sans relief, les dinosaures sont tellement modifiés qu'ils ressemblent parfois plus à des extraterrestres qu'à des dinosaures, et ça déforce complètement le concept. J'attendais pas grand-chose à la fois de la saga Jurassic World, mais en même temps, il a quand même réussi à me décevoir parce que le retour de David Koepp m'avait quand même fait un petit peu espérer. Gareth Edwards, c'est pas un mauvais réalisateur, et donc les deux ensemble, je m'attendais à mieux que ce que j'ai vu, qui était assez insipide. Thunderbolt, c'est un petit peu l'inverse, puisque au final, je ne suis plus très emballé par les films Marvel ces derniers temps. Ils ont tendance à soit m'ennuyer, soit vraiment m'agacer par un aspect de fanservice poussif et des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et donc c'est avec un certain scepticisme que je me suis quand même laissé tenter par Thunderbolts, et ça me semblait promettre quelque chose d'un petit peu différent. Et contre toute attente, ça a été une excellente surprise. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film de super-héros solide, bien écrit et correctement réalisé. Ce qui m'a le plus surpris, c'est les thématiques abordées, qui sont vraiment beaucoup plus intéressantes et nuancées que ce qu'on a d'habitude dans ce genre de production. Et ce Thunderbolts a été une vraiment belle surprise, déjà parce que le film est fort différent des autres films Marvel qu'on a eus jusqu'à présent. Il avait un ton bien à lui, il avait un côté plus introspectif, il a beaucoup plus misé sur le côté cascade, le côté fait devant la caméra que d'autres productions. Évidemment, il y a quand même plein de CGI, mais le film a une patine et un look qui est beaucoup plus sobre, beaucoup moins factice, je dirais, que les autres films Marvel dernièrement. Tous ces personnages, finalement, qui sont ramenés dans le film et qui sont des personnages complètement secondaires, ont permis, finalement, de faire vivre le film de manière beaucoup plus intéressante. Le méchant est vraiment intéressant, l'intrigue est pas ultra originale, mais fonctionne vraiment très bien. Ça a été une vraie surprise, je m'attendais pas à aimer ce film, et au final, je trouve que c'est un des meilleurs films Marvel depuis très longtemps, et j'ai été plutôt conquis par le film. Donc vous l'avez bien compris, au final, je choisis pour ce premier match Thunderbolts de Marvel. Nous passons donc à notre deuxième match, Until Dawn contre Life of Chuck. Alors ayant une certaine sympathie pour le réalisateur suédois David F. Sandberg, je suis allé voir par curiosité son nouveau film d'horreur, Until Dawn, qui est adapté du jeu vidéo du même nom. Je connais pas vraiment le jeu, mais le concept de base du film était plutôt intéressant puisqu'il transforme la mécanique du gameplay en une boucle temporelle où les personnages meurent et reviennent sans cesse la même nuit et où chaque décision modifie un petit peu le déroulement de l'histoire. Mais au final, le film prend pas vraiment, et donc on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu insipide qui a
des chouettes idées de mise en scène et de mise à l'image, mais qui atteint pas complètement ses ambitions et qui est donc assez fade au final. Le vrai problème, c'est qu'Until Dawn ne raconte pas grand-chose. Il explore vraiment aucun propos fort et les personnages restent vraiment très très creux. Et donc, le film semble vraiment avancer sans aucune véritable direction. Et c'est vraiment dommage. Life of Chuck, pour sa part, est réalisé par Mike Flanagan, qui est aussi un gars très très intéressant. C'est un réalisateur qui est plutôt spécialisé à la base dans le cinéma d'horreur. On lui doit le film Oculus de Mirror en français avec Karen Gilliam, qui était un film d'horreur extrêmement réussi que je vous conseille d'aller voir. Il avait aussi réalisé, mais ça je ne l'ai pas encore vu, la suite de Shining, Doctor Sleep. Donc il avait déjà adapté du Stephen King. Et ici, il adapte un autre roman de Stephen King. Il adapte le roman Life of Chuck et c'est plutôt réussi. C'est pas un film d'horreur ici, c'est plutôt je dirais un conte fantastique. C'est un film très introspectif sur le sens de la vie. C'est un film à scénette. Le film est constitué de 3 parties complètement distinctes. C'est un film qui peut dérouter un petit peu parce qu'il a une structure qui est atypique. Le ton et la structure du film rappellent parfois des films comme Forrest Gump ou L'étrange histoire de Benjamin Button, avec une approche déroutante mais qui peut être vraiment captivante si on rentre dedans. Je savais rien du film et de sa narration avant d'aller le voir, et cette narration qui était volontairement non linéaire m'a vraiment intrigué et surpris. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié la première partie avec un accent apocalyptique qui est mis en scène de manière vraiment hyper intéressante. La seconde partie était beaucoup plus intime et poétique et ça m'a beaucoup touché aussi. Mais j'ai un peu moins été convaincu par la conclusion, la troisième partie qui m'a semblé vraiment moins forte émotionnellement, peut-être trop explicative, et les éléments de fantastique dans cette dernière partie étaient peut-être pas vraiment nécessaires. Et là, on retombe peut-être un petit peu dans les travers que peut avoir Stephen King. C'est un film qui fait ressentir pas mal d'émotions aussi. C'est un film qui parle de la vie d'un homme, Chuck, mais ça pourrait être la vie de n'importe qui. C'est vraiment une réflexion sur la vie, sur la mort, sur le sens de la vie. C'est un film que je vous conseille qui plaira probablement pas à tout le monde parce que très particulier. Mais au final, moi, j'ai pas mal apprécié ce film, donc je choisis le film Life of Chuck. Ensuite, nous avons Avignon contre Sentimental Value. Avignon est une comédie française pleine de bonnes intentions. Le film repose sur un principe classique, 2 amoureux issus de mondes opposés. On pense un petit peu à Aladdin, par exemple, dans le film, mais ici, on est plutôt dans l'univers du théâtre. Et on a un comédien populaire qui se fait passer pour un acteur de théâtre classique pour séduire une comédienne reconnue et subventionnée. Alors, l'idée de départ aurait pu être très intéressante, notamment dans sa manière d'aborder le clivage entre le théâtre dit populaire et le grand théâtre. Mais le film tombe rapidement dans des clichés et son message sur le snobisme culturel manque vraiment de finesse. On n'est jamais vraiment surpris par le film. Le film s'égare aussi dans une multitude de sous-intrigues inutiles et de personnages secondaires dont le développement est franchement bâclé. C'est un premier film, je pense qu'il y a beaucoup de défauts qui sont liés à ça. Le film n'est pas désagréable, mais il n'est pas mémorable. On retient quand même Baptiste Le Caplin qui est très crédible dans son rôle et qui joue plutôt bien. Mais voilà, c'est une comédie française, pas de mauvaise facture, mais pas non plus époustouflante. Sentimental Value de Joachim Trier était le grand prix du dernier festival de Cannes. C'est un film qui explore les relations complexes entre un père et ses 2 filles. Il parle également du mal-être et de la dépression. Et son grand point fort, c'est vraiment son casting qui est impeccable et une direction d'acteur qui est vraiment d'une justesse rare. Il aborde des thèmes assez universels avec beaucoup de finesse et il y a vraiment des scènes qui m'ont vraiment beaucoup marqué. C'est un film sur un sujet vraiment très très intéressant.
sur une relation père-fille complexe et assez profonde. Le problème pour moi, c'est que le film est vraiment dans l'hyper-réalisme. Il n'y a vraiment pas de volonté d'utiliser le cinéma pour sublimer quoi que ce soit. On est vraiment dans quelque chose de très brut, de très vrai. Et à ce niveau-là, le film est vraiment réussi. Mais de mon côté, j'ai pas retrouvé cet aspect justement du cinéma qui sublime le réel par sa mise en scène, par sa musique, et qui peut vous faire ressentir des émotions encore plus fortes par la superposition des couches et des layers des outils que le cinéma offre. Et donc au final, le film intellectuellement m'a plu pour ce qu'il racontait, mais émotionnellement, j'ai pas vraiment ressenti profondément avec les personnages, les choses qu'ils étaient en train de vivre dans le film. Sentimental Value est donc une très belle réussite dans ce qu'il propose, mais sans doute dans un style qui correspond pas pleinement à ma sensibilité. Et donc au final, ici, c'est difficile de comparer Avignon et Sentimental Value parce que c'est des films qui n'ont vraiment rien à voir. Il y a une des scènes du film qui se passe pendant une pièce de théâtre qui m'a énormément plu. Pour cette scène que j'ai vraiment beaucoup aimée et pour tout le travail d'introspection et le côté profond du thème du film, je vais quand même choisir Sentimental Value. Ensuite, nous avons Weapons contre Elio des studios Pixar. Alors, j'ai vraiment adoré Weapons. Je suis un grand fan de cinéma fantastique. Et pour moi, Weapons est vraiment un bon film fantastique. Pas exempt de défauts, hein, loin de là. Mais c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu. Ce qui m'a séduit dans ce film, c'est qu'il s'agit d'un vrai film de genre qui ne repose pas sur une surenchère d'effets spéciaux. C'est plutôt sur la finesse de son univers, de son scénario, de sa mise en scène qui est vraiment très très maîtrisée. La réalisation est solide, l'écriture intelligente, les personnages bien construits et l'ambiance est profondément malaisante. On a vraiment cette ambiance de petite ville américaine hantée par cet événement, cette disparition d'enfants. On a une galerie de personnage atypique qui est vraiment vraiment intéressant. Et puis surtout, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un film qui utilise des codes du film d'horreur et qui est un petit peu marketé comme un film d'horreur, mais qui pour moi n'en est pas un. C'est vraiment un film fantastique. C'est vraiment, je pense, le style de film que je préfère, et il n'y en a pas tant que ça des bons films fantastiques qui sortent au cinéma. C'est un film qui prend son temps, qui installe patiemment son atmosphère. Mais il est assez difficile de parler du film sans le spoiler, mais une chose est sûre, c'est vraiment un petit coup de cœur, un film que je recommande vraiment. En s'appuyant sur un univers de science-fiction, le film Elio explore le mal-être d'un jeune garçon orphelin, élevé par sa tante. Derrière ces décors galactiques, Elio aborde des thèmes universels avec sincérité, et il offre même quelques passages qui sont plutôt beaux et touchants. Au final, Elio est un film plutôt prévisible. Il n'y a rien de grandiose dans son écriture et dans son scénario. On voit vraiment où le film va dès le début. Il n'y a aucune grande surprise. C'est pas mal écrit, mais ce n'est pas non plus bien écrit. Et comme le studio Pixar nous avait habitués à une écriture beaucoup plus fine, et c'est peut-être ça qui blesse le plus, c'est que ce film pourrait être un film de n'importe quel studio. Alors oui, le savoir-faire est là, l'image est belle. Au final, le film est assez oubliable. Et donc, vous l'avez bien compris, c'est sans grande hésitation. Ici, c'est Weapons que je vais choisir. Ensuite, nous avons le match Thunderbolts contre The Life of Chuck. Je pense que clairement, The Life of Chuck est supérieur à Thunderbolts. C'est un film beaucoup plus profond, qui parle de choses beaucoup plus importantes. Thunderbolts était un très bon Marvel, mais au final, je choisis ici, un peu sans hésiter, The Life of Chuck. Ensuite, nous avons le film Sentimental Value contre Weapons. Vous l'avez bien compris, j'ai vraiment beaucoup aimé Weapons. C'est pas du tout un film parfait, mais je pense vraiment que c'est le type de cinéma que j'aime le plus.
Sentimental Value ne démérite pas du tout, c'est un bon film que j'ai apprécié. J'ai été un petit peu déçu parce qu'on me l'avait beaucoup survendu et je m'attendais à quelque chose d'encore plus grand, mais au final, voilà, Weapons, c'est vraiment le type de cinéma que j'aime. Le film n'est pas parfait, il y a plein de petites choses à en dire, mais au final, j'ai passé vraiment un super moment au cinéma en allant voir Weapons. Et donc ici, je choisis Weapons. Là, on commence à devenir sur quelque chose de plus compliqué. The Life of Chuck contre Weapons. C'est une belle demi-finale. C'est deux films que j'ai beaucoup appréciés, qui ont des points communs, puisque les deux sont des films fantastiques. L'un est plus introspectif, l'autre est peut-être plus gimmick. Mais finalement, ce côté gimmick dans Weapons ne m'a pas du tout dérangé. Et vous l'avez compris, je pense. Pour moi, ça sera le film Weapons. Weapons, qui est donc notre premier finaliste. Ensuite, nous avons le film Salt Path contre le film Superman. Adapté d'une histoire vraie, The Salt Path raconte le parcours de deux sexagénaires. C'est un couple qui se fait expulser de chez eux et qui se retrouve sans abri, et le mari est atteint d'une maladie grave. Avec pour seul bagage un sac et une tente, ils vont entreprendre à pied la route du sel pour occuper leur journée et survivre avec les moyens dérisoires qu'il leur reste. The Salt Path, c'est pas un film révolutionnaire, sa mise en scène est vraiment simple, presque classique, et son format de road movie à pied cherche pas à faire dans l'esbrouf. Mais il est porté par deux comédiens d'une grande justesse. On a d'un côté Gillian Anderson, qu'on connaît surtout pour X-Files et Sex Education, et Jason Isaacs, qui était dans la saga Harry Potter. Alors Salt Path, pour moi, a été une vraie bouffée d'air frais, dans cet été quand même très chargé en gros blockbusters, rempli de CGI, avec une image très artificielle et un truc qui s'éloigne finalement assez fort de ce qu'est le cinéma à la base. J'ai pas mal apprécié d'aller voir un film qui était vraiment un petit film assez simple. Dans ce film, au final, on est en décor naturel et on suit deux bons comédiens. Le processus filmique est très simple, très basique, mais au final, le film fonctionne. C'est au final raconter une belle histoire de manière assez simple. J'ai trouvé ça vraiment très très rafraîchissant et ça m'a fait du bien de voir un film comme ça cet été. Superman, c'est plus compliqué. Alors, je suis un grand fan de Superman. Et j'attendais quand même pas mal ce film, non seulement parce que je suis vraiment fan de Superman, mais en même temps parce que James Gunn est un réalisateur que je trouve intéressant, qui a quand même su faire des très très bons films chez Marvel et chez DC dans le passé, et qui a vraiment une patte particulière, qui a vraiment une vision du cinéma bien à lui, et j'étais vraiment très très curieux de voir ce Superman. Fait un petit peu particulier aussi, c'est le seul film que j'ai vu 2 fois cet été. Je suis retourné le voir avec des collègues parce qu'avec mon abonnement illimité, je me suis dit pourquoi pas le revoir pour voir si mon opinion changeait par rapport au film. Je suis un petit peu mitigé sur le film, dans le sens où il y a des choses que j'ai énormément aimées et des choses que j'ai beaucoup moins aimées. Alors ce que j'ai énormément aimé d'abord, c'est que pour moi, James Gunn a vraiment compris l'essence du personnage. On retrouve un Superman lumineux, optimiste, peut-être même trop optimiste, et c'est traité dans le film aussi. Vraiment quelqu'un qui veut faire le bien au point qu'il en est un petit peu naïf. J'ai trouvé que le film aussi comprenait très très bien ce qu'est un comic book. On retrouve vraiment l'énergie d'un comic book en live action. Le film est plutôt bien écrit, il y a des très très bonnes scènes, il y a des choses qui sont drôles, il y a des choses qui sont émouvantes. L'écriture du film est vraiment très très réussie. Le film ose aussi des moments inattendus, avec du réalisme vraiment pur. On a une très très longue dispute entre Lois et Clark qui est vraiment intense et qui est hyper bien écrite et hyper bien interprétée. Dans un film de super-héros, ça fait vraiment du bien de voir une scène comme celle-là. Le casting aussi est très bon. Je pense que les choix des acteurs a vraiment été fait avec beaucoup de talent, puisqu'au final, je trouve que tout le monde est
assez bien casté dans ce film. Mon gros bémol sur le film, c'est vraiment le problème de ces grosses productions, de ces gros blockbusters aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé que le film était beaucoup trop artificiel, avec des CGI partout, une esthétique extrêmement numérique dans son look, une volonté oui, très colorée qui m'a pas dérangé, mais j'ai pas retrouvé cette patine que j'aime dans le cinéma. Parfois un peu l'impression, je caricature en disant ça, mais c'est pour que vous compreniez de quoi je parle, l'impression de regarder un jeu vidéo plutôt que de regarder un film. Les choses sont tournées de manière tellement artificielle par moments que moi personnellement ça me sort un petit peu du film. On n'a pas assez de Clark en tant que journaliste à l'écran, qui est probablement la partie que je préfère du personnage. Il apparaît dans une scène de manière très brève. Mais pour ce qu'il est, la porte d'entrée du tout nouvel univers DC, Superman, c'est une vraie réussite. J'aurais peut-être aimé un film un peu plus simple, plus centré sur le Daily Planet et sur le quotidien de Clark. Mais malgré les contraintes d'un lancement de franchise, je trouve que Gunn s'en sort vraiment bien et a réussi à insuffler une âme à son film. Et c'est sans doute ça le plus grand des exploits dans ce type de blockbuster aujourd'hui. Donc ici, c'est un petit peu compliqué parce que d'un côté, j'ai quand même beaucoup de points positifs pour ce Superman, que je trouve beaucoup plus réussi que plein d'autres films de super-héros de ces dernières années. Donc pour moi, c'est quand même un bon film de super-héros. Et de l'autre côté, on a Salt Path, qui est vraiment l'opposé de ce Superman. On est dans un film vraiment intimiste, très simple, très sobre. Je pense que je vais quand même choisir le Superman de James Gunn parce que je veux saluer l'écriture de ce film que j'ai trouvé quand même vachement intéressante. The Salt Path est un film très sympathique, mais je pense que sur le long terme, le Superman de James Gunn m'aura plus marqué que ce très bon petit film indépendant. The Naked Gun versus Fantastic Four. Je suis vraiment un très grand fan des As et de leur travail. Police Squad est une série que j'adore, les films Naked Gun aussi, et donc j'étais un petit peu craintif quand ils ont annoncé une suite reboot de la saga Naked Gun, mais j'étais quand même curieux du résultat et donc je suis allé voir le film et je suis sorti un petit peu mitigé. Alors il y a des très bonnes choses dans le film, je pense par exemple que le choix de Liam Neeson et de Pamela Anderson dans les rôles principaux est une très bonne idée. Je trouve que Liam Neeson apporte ce sérieux propre à la saga que pouvait apporter Leslie Nielsen à l'époque. Il faut se rappeler que Leslie Nielsen était un acteur très sérieux au moment où les As le récupèrent. C'était d'ailleurs tout le concept, prendre un acteur qui jouait très sérieusement toutes ces âneries. Liam Neeson fait bien la continuité de cette énergie-là. Le problème du film, pour moi, c'est que les films Naked Gun, à la base, étaient des hommages au cinéma. Les As arrivaient à prendre les codes du cinéma pour raconter autre chose en les détournant et en créant le gag à travers cette réutilisation des codes du cinéma. Alors que ce film Naked Gun, ici, a plutôt tendance à ne pas récupérer les codes du cinéma, mais à récupérer les codes des films Naked Gun. Et donc ce film n'a pas beaucoup de personnalité, c'est vraiment un film de fan en fait. Le réalisateur, on sent qu'il est très fan de la saga et qui veut vraiment faire la plus belle copie possible. Mais au final, il n'y a pas le talent que les As avaient pour la mise en scène, le soin du cadrage, vraiment cette attention aux détails. Et donc on se retrouve avec une sorte de copycat pas complètement réussi des films originaux. Il y a beaucoup de blagues qui sont recyclées. On a des blagues qui viennent de Police Squad, qui viennent des films Naked Gun, qui sont un petit peu recyclés, mais mis en scène de manière beaucoup moins intéressante que ce qu'était la saga au départ. J'ai quand même passé un bon moment et il y a des choses qui m'ont fait extrêmement rire, mais voilà, on n'a pas du tout la saveur qu'avaient les films originaux, hélas. Les 4 Fantastiques, c'est un film... on peut pas dire que je l'attendais parce que, comme je l'ai dit précédemment, les films Marvel ont tendance à m'ennuyer ces derniers temps. Mais vu que Thunderbolt c'était pas mal, j'espérais peut-être à
oui, une nouvelle vague, un nouveau souffle pour les films Marvel. J'avais été attiré dans la bande-annonce par la direction artistique du film, qui est très rétro-futuriste, puisqu'on est dans un univers un peu 60s, mais avec des voitures volantes, on est un petit peu dans un univers qui pourrait s'apparenter à ce qu'on trouvait dans le rêve du futur de cette époque-là. Et donc ça, je pense que c'était une très très bonne idée. Le problème déjà, c'est que par rapport à ces visuels, c'est que sur papier, il fonctionne extrêmement bien, mais dans le film a une patine tellement numérique de nouveau à l'image que ce côté années 60, on le sent pas du tout. La colorimétrie, la manière de filmer, les CGI à outrance font qu'à un moment, on ne reconnaît pas du tout cet aspect années 60, et donc le concept va pas jusqu'au bout. L'autre gros problème du film, c'est son scénario. Le film est ultra prévisible. Il est aussi très brouillon. Il y a énormément de scènes qu'on se demande un peu pourquoi elles sont là, qui servent à rien, qui ne développent pas vraiment les personnages. À l'inverse, on a des scènes dans le film qui semblent coupées de leur contexte. Je pense qu'il y a eu beaucoup de coupes dans le film, et donc il y a des situations dans le film où on voit qu'on devrait savoir plus sur le bagage ou sur les tenants et aboutissants des choses, mais on ne nous l'a pas montré, et donc on sent que le film a énormément coupé. Le film a vraiment peiné à m'intéresser, le méchant est vraiment pas intéressant, les enjeux ne sont vraiment pas intéressants. On est face vraiment à un film qui fonctionne pas tout à fait, qui est très fade, qui est très scolaire, et au final, vraiment la conclusion que je me suis dit en voyant ce film, et quand j'ai fini le film, c'est tout ça pour ça. Le film ne va pas dans une direction vraiment satisfaisante. Et donc pour moi, ce film est vraiment plutôt raté. Il y avait du potentiel, on voit qu'il y a des bonnes idées derrière. Par exemple, les costumes sont réussis, le casting est pas mauvais, mais voilà, il y a quelque chose qui prend pas tout à fait. Les 4 Fantastiques ont l'air vraiment d'être des super-héros maudits qui n'arrivent pas à être adaptés correctement. C'est bien dommage, mais voilà, moi je suis passé complètement à côté de ce film et il m'a pas énormément plu. Le match est un petit peu compliqué puisque j'ai pas vraiment aimé les 2 films. Maintenant, je pense que je vais quand même aller pour The Naked Gun, parce que ce genre de film, avec ce genre d'approche absurde, fait du bien aujourd'hui. On n'a pas assez de films comme ça. Alors j'espère que ça va donner une envie à des nouveaux réalisateurs de faire ce genre de films, des films absurdes et cons, mais de la bonne manière, et qu'on aura peut-être dans le futur des films qui sont inventifs comme pouvaient l'être les As. Pas seulement une redite de ce qui a été fait dans le passé, mais vraiment ce ton unique remis au goût du jour. Et donc, pour ces raisons et pour ces tentatives de renouer avec ce type de film, je vais choisir The Naked Gun. Nous passons maintenant à La Venue de l'avenir contre Matérialiste. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé La Venue de l'avenir. C'est un film qui m'a touché, qui m'a apporter vraiment du bien-être. Je pense que d'une certaine manière, c'est un feel-good movie. C'est un film qui est peut-être un petit peu naïf, qui est un petit peu idéaliste, mais c'est un film qui fait du bien. Le film nous plonge dans 2 temporalités parallèles. D'un côté, on suit Adèle, une jeune femme qui, à la fin du 19e siècle, quitte sa Normandie natale à 20 ans pour aller à Paris. Elle y part à la recherche de son passé, dans l'espoir de rencontrer la mère qu'elle n'a jamais connue et de découvrir l'identité de son père. De l'autre, on suit Sepp, Abdel, Céline et Guy, 4 descendants d'Adèle, qui apprennent son existence en héritant d'une maison abandonnée depuis des années et qui est convoitée par une entreprise souhaitant y construire un centre commercial. Le film essaye pas d'être réaliste. Il a une vision un petit peu idéalisée de cette époque. On prend les grands noms
de la littérature, de la peinture de l'époque, et on les imagine incroyables dans un Paris fantasmé. J'ai entièrement conscience que ça peut déranger. Le film joue énormément avec la grande histoire aussi, pour la déformer, pour créer quelque chose qui est pas du tout la réalité historique des choses. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Klapisch en fait un film très personnel. Il aborde des thèmes assez profonds à l'intérieur du film, en utilisant, oui, ce fantasme du Paris carte postale et du Paris des grands auteurs et des grands artistes de la fin du 19e siècle, pour en faire cette quête identitaire de cette jeune fille perdue qui a envie de trouver d'où elle vient et où elle va. Voilà, moi ça fait partie vraiment du type de film qui me plaît, la direction d'acteur est incroyable, Klapisch a vraiment fait un très très bon boulot sur ce film. C'est un film qui m'a beaucoup plu. Il fait partie des films que j'ai préférés cet été. On parlait tout à l'heure avec Sentimental Value de ce côté très terre-à-terre, de ce côté très réaliste qui va pas essayer de sublimer les choses par le cinéma. Ici, Klapisch fait exactement l'inverse de ça. Il prend le cinéma comme un terrain de jeu pour réinventer et déformer une réalité qu'il a de toute façon pas connue et dans laquelle il s'amuse à imaginer des choses et des liens entre des choses qui n'en avaient absolument pas dans la réalité. Mais il va vraiment utiliser l'outil cinéma pour faire quelque chose, pour faire un monde à lui, pour développer son histoire, et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. J'ai adoré ce film. Il plaira clairement pas à tout le monde, mais essayez, parce que franchement, si vous adhérez à ce film, vous pouvez vraiment passer un très 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 bon moment. Matérialiste est un film qui m'a déçu. J'avais vraiment adoré le film précédent de Céline Song qui était Past Lives. J'avais trouvé que c'était un film qui était d'une richesse et d'une subtilité dingue. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo rétrospective de 2024. Et donc j'attendais le deuxième film de la réalisatrice parce que j'avais tellement aimé le premier que j'étais curieux de voir ce qu'elle allait faire avec cette histoire. Et j'étais un petit peu déçu parce que au final, dans ce film, on ne retrouve vraiment pas la subtilité qu'il y avait dans son premier film. Le film n'est pas raté, mais le film est beaucoup plus prévisible. Alors, elle va utiliser ici les codes de la comédie romantique pour un petit peu les détourner. Mais je dis un petit peu parce qu'elle va très vite retomber dans les travers de la comédie romantique classique. Et à cause de ça, le film va être extrêmement prévisible. Alors, il y a les thèmes qu'elle essaye d'aborder pour critiquer ce matérialisme, pour critiquer cette vue ultra calculée de l'amour. On sent vraiment que c'est quelque chose qui lui plaît pas du tout et qu'elle a envie de critiquer à travers de son personnage principal. Mais le problème aussi, c'est qu'en faisant ça, déjà son personnage principal devient nettement moins sympathique. On a un peu de mal, surtout au début du film, à s'attacher à ce personnage qui est dans le contrôle total. Et puis le film, du coup, se déroule sur une structure et un scénario qui est ultra prévisible. Et donc on trouve encore par l'écriture et par des petites scènes ou des petites situations des moments assez savoureux, et on retrouve un petit peu l'écriture ou la subtilité qu'il pouvait avoir dans son film précédent, dans Past Lives. Mais l'ensemble est beaucoup plus brouillon, moins construit, moins intéressant. Je pense que c'est là aussi le travers de faire un premier film qui est extrêmement personnel. Past Lives était un film quasiment autobiographique où elle avait mis beaucoup d'elle-même. Et ici, on sent qu'elle a plus de mal à trouver l'équilibre entre ces archétypes de personnages, le message qu'elle veut faire passer et la structure du film. Et donc le film est un petit peu raté. C'est pas un ratage total, mais c'est quand même une grande déception. Et donc vous l'avez compris, ici, il n'y a pas de grande surprise. C'est vraiment l'Avenue de l'avenir que j'ai adoré, qui gagne largement face à ce film matérialiste. Ensuite, nous avons 28 Years Later versus The Assessment. 28 Years Later est le troisième volet de la saga initiée en 2002 et le premier film d'une nouvelle trilogie.
J'avais beaucoup aimé à l'époque 28 jours plus tard, quand il était sorti. C'était un film qui visuellement était très bizarre et pas très beau. Mais ce qui m'avait surtout marqué à l'époque, c'était le scénario d'Alex Garland, que j'avais trouvé brillant. Il avait développé vraiment cet univers de zombies, mais dans lequel la menace et la chose la plus terrifiante n'étaient pas les zombies eux-mêmes, mais les êtres humains. Je me souviendrai toujours de cette scène dans la caserne militaire, où au final, on voit que les personnages féminins sont beaucoup plus en danger avec ces militaires humains que face aux zombies qui rôdent dehors. En tout cas, le danger est équivalent. Et j'avais trouvé ça absolument brillant. J'avais beaucoup aimé la suite de 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, qui était un film moins ambitieux, plus classique, mais qui avait été fait avec énormément de savoir-faire et d'efficacité. Et donc j'attendais avec curiosité ce nouveau film, première pièce d'une nouvelle trilogie, mais qui surtout ramenait derrière la caméra Danny Boyle et à l'écriture Alex Garland, donc on retrouvait ce duo. Au final, le film va partout où on ne l'attend pas. Danny Boyle a vraiment décidé de prendre à contre-pied les attentes des spectateurs. Un exemple très fort de ça, c'est une des choses cultes de la saga 28 jours plus tard, c'est sa musique. Danny Boyle a décidé de ne pas mettre le thème de cette saga dans le film. C'est un choix très très fort, un message au spectateur qui dit « Vous n'aurez pas ce que vous attendez, je vais réimaginer l'univers que j'ai moi-même créé, je vais le retordre, aller ailleurs. » Et donc Danny Boyle va extrêmement expérimenté dans ce film, et c'est à la fois la force et la faiblesse du film. Par moments c'est brillant, audacieux, vertigineux, et à d'autres moments c'est plutôt confus, voire un peu étrange. L'apparition du personnage de Ralph Fiennes à la fin du film, en tout cas dans son dernier tiers, est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment la partie du film que j'ai préférée. Il y a vraiment des sujets très profonds qui sont traités dans le film, et de manière vraiment vraiment intéressante. Dans l'ensemble, l'expérience reste vraiment stimulante et originale. C'est bien plus ambitieux de ce qu'on pouvait craindre d'une suite comme celle-là. The Assessment, l'évaluation en français, est le premier film de la réalisatrice Fleur Fortuné. Dans un futur proche, les futurs parents, dans cet univers dystopique, doivent passer un test afin de prouver leur aptitude à élever un enfant. Et pendant 7 jours, ils vont avoir à domicile une évaluatrice qui va jouer le rôle de l'enfant et qui va tester leur réaction pour voir s'ils sont dignes de devenir parents. Alors c'est un film où j'ai un petit peu triché parce que je n'ai pas vu ce film en salle. Je devais le voir en salle à la base puisque ce film était programmé au BIF. Je vous avais fait le compte-rendu du BIF et ce film ne faisait pas partie de mon compte-rendu. C'est parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller à la séance où était diffusé le film, mais je m'étais dit à l'époque que c'était pas très très grave, parce que contrairement à des films que j'avais pu voir au BIF, et comme j'avais pu vous l'expliquer, où si on ne les voit pas au BIF, il y a peu de chances qu'on les revoie ailleurs après, ce film ici, The Assessment, étant produit par Amazon Prime, je savais qu'il allait arriver sur la plateforme assez rapidement. Et donc quand le film a rejoint la plateforme, j'ai rattrapé ce film que j'étais très curieux de voir, qui était dans ma liste des films à voir au BIF cette année. J'ai adoré The Assessment. C'est vraiment le genre de film que j'aime. C'est des films à relativement petit budget qui vont utiliser la science-fiction pour raconter quelque chose, une critique sur notre société, une critique sur l'être humain, sur ce qu'on est, la manière dont on réagit face aux choses. Et ce film est extrêmement bien écrit, bien réalisé. C'est un premier film en plus. La réalisatrice vient du monde du clip et elle a ici réalisé son premier film. Le jeu d'acteur est très très réussi. Les 2 actrices principales font du très 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 bon boulot dans ce film. L'acteur principal également. On a vraiment un film comme je les aime, intelligemment écrit, extrêmement bien mis en scène, qui repose sur pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de grandes envolées d'action, on est dans quelque chose de très intimiste, mais vraiment, il y a des choses qui se dégagent de ce film. Il y a des scènes qui mettent extrêmement mal à l'aise, le film va très loin dans certains de ses aspects, jusqu'à être extrêmement dérangeant.
Je trouve que c'est un film qui vaut vraiment, vraiment le détour. Je vous conseille vraiment de le rattraper sur Amazon Prime. Vous ne serez pas déçus. Moi, ça me rappelle un petit peu des films comme Bienvenue à Gattaca. On a un peu ce genre d'ambiance. C'est des films qui sont extrêmement bien réalisés, extrêmement bien écrits, mais qui n'ont pas besoin de moyens démesurés pour fonctionner. Vraiment, je vous le conseille fortement. Et donc ici, je choisis The Assessment. Alors ensuite, nous avons Superman versus The Naked Gun. Alors ça va être très très vite choisi. Voilà, j'ai dit Naked Gun. Pas beaucoup de personnalité. Superman est un film qui a beaucoup plus de personnalité, qui a pris beaucoup plus de risques. Tout n'est pas réussi. Je vous ai dit mes réserves sur le côté imagerie du film. Mais c'est un film qui ose être différent, qui ose mettre sa propre personnalité. Et rien que pour ça, il bat à plat de couture le film de Naked Gun. Ensuite, nous avons La Venue de l'avenir contre The Assessment. Alors là, c'est vraiment, vraiment difficile pour moi parce que je pense qu'ils font partie de deux films que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cet été. L'avenue de l'avenir, je vous ai dit, c'est vraiment un film de cinéma qui utilise le support cinéma pour créer une sorte de monde fantasmé et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Klapisch a fait du très, très bon travail sur ce film. Et The Assessment, c'est ce petit film dystopique qui a une histoire hyper bien ficelée, qui est prenant, qui est choquant, qui ose vraiment aller au fond des choses. Donc on est sur deux types de cinéma quand même fort différents. Le premier est plutôt une sorte de fantasme un peu positif, peut-être certains pourraient dire un petit peu naïf, mais vraiment qui fait du bien. Là où le deuxième est une vision très pessimiste du monde et une critique très acerbe de notre société via la voix du film de science-fiction dystopique. C'est très dur pour moi de choisir, mais voilà, j'ai un petit penchant pour ce côté plus sombre et plus critique qu'a amené le film The Assessment. Ensuite, nous avons le film Superman versus The Assessment. Pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, j'ai vraiment un petit faible pour ces histoires plus sombres, plus critiques. Superman est aussi un petit peu comme L'avenue de l'avenir, finalement, est un film très optimiste, un peu naïf. Et vraiment, c'est le genre de film qui fait extrêmement du bien. Et il faut absolument qu'il y ait des films comme ça. Mais aussi, pour un premier film, le film de Fleur Fortuné est vraiment un petit bijou. Et donc, je vais choisir The Assessment. Et on arrive à notre grande finale, Weapons ou The Assessment. Honnêtement, je vous dis clairement les choses. Là, en commençant cette séquence, je ne sais absolument pas lequel des deux je vais choisir. On est sur des films quand même assez différents. On est dans du cinéma de genre pour les deux, mais la comparaison s'arrête là. J'ai beaucoup aimé Weapons, mais si je suis tout à fait honnête avec moi-même, Weapons, c'est un film de petit malin, puisque sans trop vous en dévoiler, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, et vous savez que j'essaye de ne pas mettre de spoilers dans mes vidéos, Weapons, c'est un film qui utilise un système cinématographique qui est non linéaire, où on va suivre un personnage, voir toutes les choses de son point de vue à lui, et puis on va switcher dans une autre séquence du film et on va revoir certains événements, mais du point de vue d'un autre personnage, et les différents éléments de l'intrigue vont nous être divulgués progressivement grâce à ce processus. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait de manière assez intelligente, mais il faut avouer une chose, c'est que sur Weapons, si on enlève ce procédé, et par exemple qu'on remet le film dans son intégralité d'un point de vue plus extérieur et qu'on nous raconte juste voilà ce qui s'est passé de manière chronologique,
le film n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire qu'il raconte quelque chose d'assez basique et de manière pas forcément très intéressante. Donc beaucoup de la qualité de Weapons vient de l'intelligence de sa mise en scène et d'utiliser vraiment de la rétention d'informations pour donner les éléments au bon moment par rapport au film. Mais si on ramène ça à quelque chose de réel ou qu'on résume le film à ce qu'il raconte de manière un peu plate, c'est probablement pas ultra intéressant. Maintenant, j'ai vraiment adoré le film, hein, mais c'est sûr qu'il y a ce petit truc-là, c'est un film de petit malin. Enfin, c'est comme ça que je le définirais. De l'autre côté, The Assessment, c'est un film vraiment, vraiment bien écrit, qui utilise une situation un peu extrême, puisque on est vraiment dans quelque chose qui se passerait pas comme ça dans la réalité. Mais ça crée une sorte de satire sociale sur notre monde et une critique du monde dans lequel on vit qui est vraiment hyper intelligente et hyper fine. Et je pense que pour cette raison-là, je vais choisir comme meilleur film de cet été. Alors c'est un peu bizarre et j'avais pas du tout prévu ça, puisque finalement le film qui gagne est le film que j'ai pas vu en salle, puisqu'il n'est pas sorti au cinéma. Donc j'avais un peu triché en mettant le film dans ce top, et honnêtement il n'y avait rien de prémédité. Je m'étais pas du tout dit je vais le mettre dans ce top et c'est lui qui va gagner, pas du tout. Mais donc au final c'est The Assessment qui a gagné ce match. Moi je trouve que ce procédé reste intéressant. Honnêtement, quand je commence ces vidéos, je n'ai pas la moindre idée de qui va gagner le match final. Il y a une part d'aléatoire, je pense, parce que puisque c'est l'aléatoire qui m'a mis les films les uns contre les autres pour créer cette grille. Et je pense que par rapport à qui se retrouve face à qui, il y a probablement une forme d'influence sur qui va monter les échelons. Je pense pas avoir une vision absolue des films que j'ai vus qui va me pousser à dire c'est d'office lui qui va gagner. Non, vraiment, là l'exercice pour moi c'est de vraiment vous parler de ces films et d'essayer de me demander, tiens, en les mettant l'un contre l'autre, qui gagne. Je pense pas que c'est le meilleur été que j'ai eu au cinéma, mais il y avait quand même de très très bonnes choses. J'ai pas tout vu non plus. Voilà, vous me direz probablement qu'il y a aussi des films que vous avez vus cet été et que vous avez énormément aimé et que moi j'ai pas eu l'occasion de voir en salle. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis sur les films que vous avez vus dans ma sélection ou d'autres films que vous avez vus cet été et que vous pensez qu'ils pourraient être intéressants. On se retrouve très bientôt pour d'autres critiques ciné et je vous prépare aussi des formats plus longs mais qui demandent énormément de temps en écriture et en préparation. Donc voilà, je fais ça à mon rythme comme je peux le faire, mais on se retrouve en tout cas très très bientôt pour d'autres aventures cinéma. C'était dans l'ombre du projecteur. À très très bientôt pour d'autres aventures cinéma.